Bonjour, donc dans cette vidéo on va parler des classes abstraites et le concept de classe abstraite en Java est très simple. L'idée est de pouvoir créer des classes qui ne sont pas instanciables. Alors pour donc expliquer l'intérêt de ces classes là, on va créer un petit projet, donc projet classe, pardon, alors projet classe abstraite, voilà. Et dans ce projet-là, on va créer une première classe abstraite. Voilà. Donc, alors, c'est une classe finalement, une classe abstraite. Ok. Que je vais appeler ma classe abstraite. Je vais mettre ça dans un package, même si ce n'est pas obligatoire. Et voilà. Et puis vous remarquez déjà au niveau d'Eclipse, il est possible dès le départ de préciser que vous voulez créer une classe abstraite. D'accord? En spécifiant en fait le mot-clé abstract. Bon, bref, même si on va le garder, c'est pas grave. Et vous remarquez qu'une classe abstraite finalement, c'est quoi? C'est une classe, mais qui est annotée avec, si vous voulez, le mot-clé abstract. Alors, qu'est-ce qui fait d'une classe une classe abstraite? C'est que on n'a pas le droit de créer des instances de cette classe-là. Donc je vais rester dans le même fichier, je vais créer une deuxième classe. Test classe abstraite. D'accord. Voilà. Et pardon. Et dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode, donc void ma méthode. Voilà. Et dans cette méthode-là, mon objectif, c'est de créer une instance de ma classe abstraite. Donc si je fais ma classe abstraite C est égal new ma classe abstraite, d'accord. Là, en fait, on va avoir une erreur. C'est comme je viens de l'expliquer, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de créer des instances d'une classe abstraite. Et là, la question légitime, c'est de dire, si on ne peut pas créer des instances à partir d'une classe, alors ça va servir à quoi cette classe-là? Parce que finalement, qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un outil, c'est un moyen pour créer derrière des objets. Alors, l'idée, en fait, est assez simple. Ça dépend de la sémantique. Donc, si on peut imaginer, par exemple, que j'ai la classe personne, d'accord, et que dans cette classe personne, je m'amuse à créer donc les caractéristiques communes aux personnes. Par exemple, on va dire private string nom, private string prénom, et private int id par exemple. Et derrière, je peux générer pardon, les getters et les setters. Voilà, select all, generate, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Et puis, en fait, pourquoi j'ai créé la classe personne? Parce que derrière, je souhaite créer des classes qui représentent des personnes dans une entreprise. Donc, du coup, l'idée, c'est de créer, par exemple, développeur. Donc, qu'est-ce qu'un développeur? Ben, c'est une personne, donc extends personne. Et grâce à ça, ça me permet d'éviter en fait de créer tous ces attributs, toutes ces méthodes, encore une fois, dans la classe développeur. Et après, je vais ajouter ce qui est spécifique à un développeur, par exemple, un private string technologie, ou langage, par exemple. Allez, string langage. Ok.
Et en fait, un développeur, il a un certain nombre de langages, voilà, qu'il maîtrise. Et derrière, je vais créer donc justement, comme d'habitude, les getters et les setters. Okay. Voilà. Et également, dans cette même logique, je vais créer une deuxième classe qui, on va dire, ça représente des, on va dire, des designers. Non, voilà. Très bien. Et un designer, pareil, c'est une personne, donc on ne va pas refaire ce qui existe déjà dans la classe personne. Et après, en fait, je vais dire un designer, qu'est-ce qu'il peut avoir comme propriété. On peut imaginer, par exemple, technologie utilisée. Donc je vais faire private string technologie. Ok. Et puis, pareil, je vais générer les getters et les setters. Génial. Bon, tout ça c'est bien, c'est joli. Alors c'est quoi la situation qui va en fait engendrer le besoin d'utiliser une classe abstraite? C'est que je peux donc imaginer une classe où on va en fait gestion employé, on va dire, et avec la méthode main par exemple, je sais pas moi. Et là, même pas la méthode main. C'est pas la peine, parce que je ne vais pas exécuter ça, mais tout simplement j'essaie de montrer l'intérêt. Donc j'imagine que j'ai la méthode par exemple, je sais pas moi, donc public double get salaire. Okay. Et get salaire, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir un employé. Un employé, ça peut être un designer, ça peut être un développeur. Donc on a besoin de mettre quelque chose de plus générique, donc personne. P. Donc, et comme ça on peut recevoir des paramètres du type designer ou programmeur. C'est l'objectif. Bon, j'imagine que ça c'est à faire, donc il y a une certaine logique à implémenter pour calculer la salaire. Je fais un return. Bon, là je vais mettre n'importe quoi, 0 pour le moment. Et jusque-là, tout va bien. Alors, à quel moment ça va devenir un peu critique? C'est que à un certain moment, on peut imaginer une méthode générée, donc afficher salaire, par exemple, je ne sais pas, un truc comme ça. Void, on va dire. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, on va créer personne P est égal new personne. Ok. Et on va appeler la méthode donc get salaire, ok, de P. Et cette situation est un peu étrange. Pourquoi elle est étrange? En fait, parce que normalement, les salariés de l'entreprise, c'est soit des développeurs, soit des designers. Donc, et là, on a un risque, c'est d'avoir des personnes tout court qui ne sont a priori ni des designers ni des développeurs, et ça fait un peu bizarre. D'accord? Et on a intérêt à éviter cette situation, c'est-à-dire interdire de créer des personnes. Il faut soit créer des designers, soit créer des développeurs. Et en même temps, on veut garder la classe personne, parce que ça permet en fait d'éviter de réécrire du code. Donc la solution qu'on utilise, c'est qu'on va dire que personne, c'est une classe qui sert tout court à faire de l'héritage. Donc ce n'est pas une classe qui va permettre en fait de créer des vraies personnes. Et à partir de ce moment-là,
vous voyez ici, il m'interdit de créer des personnes, donc je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tomber dans cette situation. Je ne peux avoir en fait que soit des designers, soit des développeurs. Ok. Donc je peux avoir ça, je peux avoir P2 par exemple, new developer, ça marche, et on peut calculer donc les salaires des designers, des développeurs, et on n'a pas de risque d'avoir quelque chose de type personne tout court qui n'a pas de sens dans une entreprise, puisque chaque personne dans une entreprise joue un rôle bien spécifique. Ok. Ça, c'est la première situation où on voit l'intérêt en fait d'avoir des classes abstraites. En fait, la deuxième situation, je vais créer un autre package pour la deuxième situation. D'accord. Édu pour formation, exemple, on va dire exercice. Et voilà. En fait, l'idée dans cet exemple-là, c'est de montrer la deuxième situation. On aura besoin d'une classe abstraite. Et là, je vais supposer que j'ai la classe forme géométrique. Okay. Donc, en fait, dans mon programme, j'ai envie de manipuler des formes géométriques. Donc, j'ai besoin d'une classe qui représente donc, les formes géométriques. Okay. Ok. Très bien. Alors, une forme géométrique, qu'est-ce qu'elle doit offrir comme fonctionnalité en général? On va dire qu'elle permet de retourner la superficie. Ok. Donc, a priori, j'ai besoin de créer une méthode qui retourne, on va dire, un double. Il s'appelle getSuperficie. Superficie. Voilà. Très bien. Et ça permet de retourner la superficie d'une forme géométrique. Okay. La question maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Parce qu'on ne calcule pas la superficie en fait d'un disque comme on calcule la superficie d'un carré ou d'autres formes géométriques. Donc chaque forme géométrique a sa propre façon de calculer la superficie. Donc il n'y a pas une façon standard. Ok. Et dans cette situation-là, on peut dire tout simplement que, en fait, je vais créer une hiérarchie de formes géométriques, et dans cette hiérarchie-là, j'ai besoin d'avoir, en fait, toujours, je veux avoir une certaine garantie d'avoir toujours une méthode qui permet de retourner la superficie. Et du coup, donc, on va dire, pour le moment, on sait que la méthode doit exister, mais on ne sait pas comment l'implémenter. Pour dire ça en Java, il suffit de mettre un point-virgule ici, et de dire que ça, c'est une méthode abstraite. Et si je dis que ça c'est une méthode abstraite, il me dit une méthode abstraite doit exister dans une classe abstraite. Vous voyez. Donc du coup, voilà, déjà il me propose la solution. Donc il ajoute, il me dit il faut ajouter abstract à la classe. Donc la classe, pourquoi elle est abstraite? Parce qu'elle contient une méthode abstraite. Pourquoi la méthode est abstraite? Tout simplement parce que, a priori, son implémentation va dépendre de la classe phi. Okay. À partir de ce moment-là, je peux maintenant m'amuser à créer d'autres formes géométriques. D'accord. Et après, bien sûr, là l'exemple est simpliste, mais si j'essaie un peu de l'améliorer un peu pour donner plus de sens à l'hierarchie, parce que pourquoi on fait de l'hierarchie? C'est soit pour gagner en polymorphisme, c'est-à-dire d'avoir un type qui peut regrouper toutes les formes géométriques, soit également pour partager des choses entre ces classes-là et éviter de les réécrire. Donc, je peux imaginer un truc juste... on va faire les deux scénarios si vous voulez, mais grosso modo, là, ce que je peux faire, déjà, c'est donc de faire un public. Donc, je ne vais pas le faire en... oui. Allez, public. Static. Final. Unité de mesure. Et bien sûr, et le type, ce sera un string pour cette unité de mesure. Et je vais dire c'est le centimètre donc carré. Voilà. Alors,
là, donc, je donne un peu plus de sens à la classe forme géométrie, parce que tout d'abord, elle impose dans les classes phi d'avoir la méthode getSuperficie, et d'autre part, elle partage avec toutes les classes cette constante-là, statique, qui est l'unité de mesure de la superficie. À partir de ce moment-là, donc, je peux m'amuser à créer, bon, je vais faire ça dans le même fichier pour que ce soit assez visible. Voilà, donc je vais créer par exemple la classe, on va dire carré, et, et dans la classe carré, je vais dire extends forme géométrique. Okay. Et là, vous voyez qu'il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Elle vous dit, bon, votre classe, en fait, elle hérite d'une classe abstraite, et dans cette classe abstraite, il y a une méthode abstraite qu'il faut implémenter. Donc, il vous demande d'ajouter les méthodes non implémentées, il faut les implémenter à ce niveau-là. Bien sûr, il vous donne une deuxième alternative, il vous dit peut-être que votre classe phi, à son tour, est une classe abstraite. Et là, on n'a plus besoin de redéfinir la méthode. Donc, je vais ajouter la méthode non implémentée. Et je vais dire, bon, tiens, pour le carré, bien sûr, oui, il a raison. Il dit, si votre classe est pas black, il faut bien sûr la définir dans un fichier séparé. Hein. On a le droit que d'avoir une seule classe public par fichier, donc il a raison. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, un carré, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a en fait, on va dire, un cote. Donc les côtés du carré, c'est la caractéristique d'un carré. Et après, je peux imaginer également un constructeur qui permet d'initialiser cette valeur-là. Par exemple, je vais générer ça donc automatiquement, generate donc constructor using fields, ok, generate. Donc j'ai un constructeur, vous voyez, qui permet de créer un carré et d'initialiser le code. Et après, je peux modifier cette cote-là, je peux la lire, etc. Et ça, bien sûr, c'est grâce au getter et setter. Voilà. Très bien. J'ai ce qu'il faut. Bah, génial. Il ne reste qu'un seul souci, c'est d'implémenter getSuperficie. Bon, la superficie d'un carré, c'est assez simple, c'est côté fois côté. Donc on va dire côté fois côté. Voilà. Et ça, c'est bien. Après, voilà. On peut imaginer d'autres formes géométriques. D'accord? De la même façon. Pour ne pas surcharger donc ce code-là, je vais prendre la partie classe carré et je vais créer donc un fichier séparé. Donc carré. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire que ça soit public, mais bon. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, parce qu'il croit que ça existe encore ici, donc j'enregistre. Voilà, l'erreur a disparu. Génial. Ben voilà, j'ai ma classe carré. Je vais faire pareil pour la classe, on va dire, disque. Ok. Donc la classe disque, déjà, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Un disque, c'est... on va dire qu'il est défini par son rayon, donc private double rayon. Okay. On peut également, si vous voulez, hein, dire qu'il est également caractérisé par un centre, le centre du disque. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça va charger un peu le code et parce que ça ne va pas influencer le calcul de superficie, mais rien n'empêche d'ajouter l'abscisse ordonnée du centre du disque ou de créer la classe point qui représente le centre du disque. Mais bon, bref, pareil, on va faire comme tout à l'heure, donc du coup on va tout simplement générer un constructeur. Voilà, c'est fait. On va générer les getters et les setters.
Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça reste un code assez raisonnable en termes de taille. Et après, pour le moment, on n'a pas dit que notre disque est une forme géométrique. Si je dis extends forme géométrique, là, vous voyez, systématiquement, on me dit, voilà, il faut implémenter la méthode abstraite, getSuperficie, et là, je vais faire le calcul, c'est pi fois r au carré, donc rayon fois rayon, fois pi, pi c'est math.pi, voilà. Très bien. Bah, génial. Voilà comment on calcule cette superficie. Donc, revenons à notre sujet principal, la classe abstraite. Pourquoi on a créé cette classe comme abstraite? Parce qu'on ne sait pas comment calculer la superficie, ça va dépendre en fait de la forme géométrique. Et en même temps, grâce à ça, on peut garantir que toutes les formes géométriques, ou les développeurs de formes géométriques ne vont pas oublier d'implémenter cette méthode-là. Plus encore, on a imposé un contrat d'implémentation, parce qu'on a imposé que cette méthode-là doit porter ce nom-là, et qu'elle doit avoir ce type de retour, qu'elle doit être public. Donc vraiment, là, ça permet d'avoir des garanties sur l'implémentation des formes géométriques. Et grâce à ça, en fait, également, ce qu'on a gagné, c'est le polymorphisme. Alors, si vous voulez, pour voir ça, on va faire une petite classe de test. Donc, test forme, je vais l'appeler, allez, main tout court. C'est la classe main. Allez. Voilà. Alors, dans cette classe main, ce qui est intéressant, c'est que je peux en fait créer et stocker plusieurs formes géométriques dans une même structure, qui est en fait, donc si j'ai par exemple, on va dire disque 1, donc qui est un disque, d'accord, c'est égal new disque avec un rayon de 3, et si j'ai un disque D2, D2, c'est égal new disque de 5, voilà, et que j'ai un carré C1 égale new carré avec un cut de, je sais pas moi, de 2 par exemple, et un carré C2 avec un carré de, je sais pas moi, également de 4. Tiens. Alors là, si on veut regrouper ces différentes formes dans une même structure, par exemple dans un tableau, bah, on peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'il y a une classe mère qui permet de qui permet de représenter tout ça. Déjà, on a pu dès le départ dire que des 1 est de type quoi? Et de type forme géométrique. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire forme géométrique, ça c'est le type, on va créer un tableau. Je vais appeler ça des formes, et je vais mettre dedans justement D1, D2, C1, C2, vous voyez, hein. C'est pas la peine de garder l'ordre. On va changer un peu l'ordre, altérer les choses. Voilà. Donc un disque, un carré, un disque, un carré, C2, voilà. Donc là, j'ai créé un tableau. Et grâce à ça, je peux traiter par lot, en fait, le traitement, l'affichage, par exemple, des formes géométriques. D'accord? Au lieu de faire un tableau de disque, un tableau de carré, etc. Et je peux donc imaginer que j'ai une méthode qui s'appelle afficher forme géométrique, qui prend une forme géométrique, d'accord, bon, et que je vais l'appeler à chaque fois que j'ai un élément dans le tableau. Okay, donc je vais imaginer que j'ai une boucle pour chaque forme géométrique f qui est dans le tableau forme,
c'est une boucle de consultation. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher donc cette forme-là. Ok. Bon, là il faut implémenter cette méthode-là. Et cette méthode-là, en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit donc afficher quelque chose, genre ça c'est la première forme, etc. Ainsi de suite. Pour faire ça, donc si j'ai envie... Bon, je vais faire un premier affichage assez basique. Alors, je vais dire tout d'abord c'est quoi le type de la forme, carré ou disque. Alors, déjà, pour avoir ça, a priori, on a passé quelque chose de type forme géométrique. Donc, du coup, il faut récupérer, c'est quoi? f.get class, on va dire get simple name. Ça retourne donc le nom de la classe. Sans avoir, avec simple name, on va éviter d'avoir le nom de package avec. Plus, je peux dire dont la superficie et 2. Et là, je sais que quelle que soit la forme géométrique, c'est sûr que j'ai une méthode qui s'appelle quoi? getSuperficie. Mais c'est ça l'intérêt donc d'avoir ce type de conception. Plus, je vais mettre donc quoi d'autre? On va mettre l'unité. Et l'unité, c'est dans forme géométrique. Voilà. Point unité de mesure. Tiens. Donc, ça c'est bien. Je vais tester ça. Possible, pas de souci. Vous voyez, donc disque dont la superficie est 2, etc., etc., etc. Vous voyez très bien que ça marche à merveille. Maintenant, peut-être si j'essaie de mettre le forme 1, forme 2, forme 3, etc., il me faut une sorte de compteur. Voilà, comment je peux faire pour ce compteur-là? Ce que je peux faire en fait, c'est peut-être tout simplement enfin, je peux faire un int i est égal à 1 et j'envoie l'entier i à ma méthode. D'accord? Et ça c'est bien. Et du coup, une fois que j'ai ajouté le i, il faut l'incrémenter. Donc voilà, je fais i++. Donc on va envoyer le i, ensuite on va l'incrémenter. Et après, ce que je vais ajouter au départ de ça, je vais ajouter tout simplement forme, voilà, plus i, plus 2 points. Et grâce à ça, donc, je peux avoir une sorte d'affichage. Alors, j'ai une erreur quand même. C'est quoi? Ah oui, il manque un plus ici. Pas de souci. Ouais. Donc, vous voyez, forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, avec toutes les informations. Bon, jusque-là, c'est bon. Donc, on a compris l'intérêt des formes géométriques. On a compris que ça permet d'être sûr que n'importe quelle forme géométrique qui existe ou qui existera un jour aura toujours cette méthode-là. Okay. Que la présence de cette classe abstraite, en plus du fait qu'elle impose la présence de cette en fait, méthode abstraite, qu'est-ce qu'elle offre également? Elle peut offrir d'autres choses, notamment des attributs, des méthodes réelles, donc implémentées, qu'on peut réutiliser, et également on peut avoir des constantes comme celle-là. Alors justement, pour dire que dans une classe abstraite, on peut avoir des méthodes concrètes, je vais un peu améliorer un peu l'implémentation. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais prendre cette partie-là. Voilà, cette partie-là. Et je vais dire que cette partie-là, je peux l'implémenter ici, finalement. D'accord? Alors, c'est-à-dire, là, je peux, par exemple, redéfinir la méthode toString de la classe Object, d'accord, et de dire que n'importe quelle forme géométrique, elle peut, d'accord, elle peut retourner ça. Alors, le F, c'est, enfin, si vous voulez, this.getClass.getSimpleName. Donc ça va dépendre de l'objet réel, donc ce sera un carré, je sais pas quoi, etc. Plus on va écrire dont la superficie est 2, plus la superficie qui maintenant c'est this.getSuperficie, plus un espace, plus l'unité. Et voilà. Il manque un point-virgule pour terminer l'instruction. Et là, on a fait quelque chose de générique. Donc, au lieu de faire, il y a une parenthèse en plus, au lieu de faire ça au niveau de chaque forme géométrique, on va hériter ça de la classe mère et ça va fonctionner de la même façon sur toutes les classes. Et dans ma classe main, en fait, j'ai plus besoin de faire tout ça. Il suffit de dire plus quoi. En fait, c'est donc j'ai affiché forme i plus f.toString ou f tout court. Hein. Parce que lorsque j'écris f, ben systématiquement, println va appeler f.toString. Et du coup, le code est plus joli, plus concis, et on voit que, déjà, on va vérifier que ça fonctionne correctement, ça fonctionne correctement, 10 carrés, etc., tout ça c'est parfait, ok. Mais également, pourquoi j'ai fait ça? Pour vous dire que ça c'est une classe abstraite, dedans il y a une méthode abstraite, mais il y a une méthode concrète. Donc rien n'empêche d'avoir ces choses-là, des attributs, des méthodes et tout, dans une classe abstraite. Voilà donc grosso modo l'histoire des classes abstraites en Java. Pour vous, donc, de façon générale, lorsque vous avez une classe dans une hiérarchie de classes, une classe mère quelque part, enfin, d'une part qui n'a pas à être instanciée, logiquement, sémantiquement, c'est à vous de décider ça, ça dépend de votre projet. Et donc vous la déclarez comme abstraite. Et après, si vous dites que toutes les sous-classes doivent suivre une certaine logique de programmation, par exemple la présence d'une méthode comme celle-là, bah vous la définissez comme une méthode abstraite. Voilà pour les classes abstraites. Merci.